Vendredi 31 mars. Claude Berry renonce à produire les aventures de Tintin. Les 7 boules de cristal ne deviendront pas un film. Apparemment, le réalisateur, Alain Berberian, n'a pas trouvé la perle rare capable de jouer Tintin. L'article rappelle que voici une dizaine d'années, Steven Spielberg avait voulu lui aussi adapter les albums d'Hergé et qu'il avait fini par y renoncer. C'est comme si une malédiction présidait depuis longtemps au rapport de Tintin et du cinéma. Rentré chez moi, je ne peux m'empêcher de rouvrir les 2 albums d'Hergé. Une nouvelle fois, je me laisse prendre par la magie de l'histoire. La fin du Temple du Soleil me frappe particulièrement. Tournesol, ligoté sur le bûcher, croit participer à un tournage. Ah, du cinéma, je comprends. C'est une reconstitution historique, sans doute. Voyez cette danse. Quelle naturelle, quelle conviction chez le moindre de ses figurants. Ah, cette scène de panique est admirablement jouée. Je jure de ne jamais jouer dans un autre film, même si Hollywood me faisait un fond d'or. Qu'aurait donné un tel dialogue dans un véritable film? Allô? Oui, j'aurais voulu prendre un rendez-vous avec Claude Berry. C'est pour une interview à propos du projet des 7 boules de cristal. La secrétaire de Berry me dit qu'il ne souhaite plus parler du projet Tintin. À force d'insistance, je finis pourtant par obtenir une courte interview. Pourquoi je parlerais de ça? C'est pas ma tasse de thé. Je veux dire, vous faites une émission là-dessus, ça vous intéresse vous, mais moi ça m'intéresse pas. Le projet d'adapter Tintin au cinéma, au départ, c'est pas votre projet. C'est un projet qui vous a été proposé, qui vous a séduit. Oui, je suis pas au départ tintanophile, c'est comme ça qu'on dit? Tintinophile. Et donc un jour, Alain Berberian, dont j'avais beaucoup aimé le film La Cité de la Peur, m'a proposé de faire Tintin au cinéma. Je trouvais l'idée séduisante. Mais c'est séduisant à la lecture. Et puis après, quand je voyais ça un peu incarné dans des effets qu'on a pu faire, et puis quand on regarde les films de Spielberg, ce qu'il y a mis, parce qu'en réalité, Spielberg, il a tout piqué à Hergé. Donc se dire aujourd'hui de faire un film, peut-être était-ce désuet, je ne peux pas vous dire. La difficulté principale, c'est d'incarner le personnage de Tintin. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. On n'était pas en mesure, il fallait se décider tout de suite. On n'avait pas les éléments en main satisfaisants pour prendre le départ. On a dépensé beaucoup d'argent, on a fait des repérages, j'y ai cru, mais là on butait sur ce problème de Tintin et il fallait s'arrêter. Alors quand on s'arrête, après, il faut retrouver l'énergie de repartir, et pour repartir, il faut avoir Tintin. Pour vous, c'est trop tard pour faire Tintin au cinéma? C'était un projet qui aurait eu plus de pertinence autrefois? Je ne peux pas vous dire si c'est trop tard ou trop tôt, je peux vous dire que c'est arrêté. J'aimerais avoir l'avis du réalisateur Alain Berberian, mais je ne parviens pas à le joindre. Je décide de reprendre les choses par un autre bout. Rentré à Bruxelles, je vais voir Philippe Godin, le responsable de la Fondation Hergé. Bonjour Benoît. Bienvenue. Je sais qu'il a lu le scénario de Berberian. Peut-être pourra-t-il m'éclairer. C'est curieux, c'est comme si la malédiction des 7 boules de cristal s'était portée sur Tintin et le cinéma, comme si ça ne pouvait pas fonctionner. Non, je ne dirais pas une malédiction. C'est vrai que c'est une histoire avec des tas de rendez-vous manqués, apparemment. C'est une histoire avec beaucoup de rebondissements, mais qui est aussi pleine d'anecdotes. Il y a un dossier sur Tintin et le cinéma et les dessins animés. Ça, c'est le dossier sur les 2 films avec acteurs, donc les films de Barret. Pour une fois, on voit Hergé sur le tournage. On se souvient du mystère de la Toison d'Or,
de Tintin et les Oranges Bleues, et des 2 dessins animés de long métrage. Mais Philippe Godin m'apprend que les rapports entre Tintin et le cinéma remontent en fait à la création du personnage. Dès 1930, Tintin au pays des Soviets a été adapté sous forme de film fixe. Chez le collectionneur Stéphane Stemann, je retrouve un projecteur de film fixe. En le remettant en route, je replonge 65 ans en arrière. En passant devant un patronage que je ne fréquentais pas, j'ai entendu tout d'un coup Tonnerre de Brest, quelque chose de cet acabit. J'avais 11-12 ans, je suis entré dans ce patronage et j'ai vu des images que j'ai cru être vraiment un film. Qu'un commentateur enrobait de toutes sortes de périphrases et enthousiasmait la petite foule de gamins qui étaient là. Et il faut dire que là, l'animateur était très doué parce qu'il avait l'art de faire les voix, il a rendu de grands services ce monsieur. Et moi j'ai cru dans ma imagination juvénile que c'était vraiment un film. Et c'est comme ça que j'ai découvert Tintin. Et j'ai cru qu'il y avait un personnage réel derrière tout ça. Ce n'est que par après, en prenant de l'âge, en prenant du jugement, que je me suis dit mais c'est pas possible, ce personnage n'existe pas comme ça. Ça a été une petite souffrance pour moi parce que j'avais imaginé un personnage comme ça qui faisait des tas de trucs extraordinaires, qui allait au Congo, qui allait en Russie. Je trouvais ça formidable. Et au fond, c'est ces projections qui ont été à l'origine de votre vocation de raconter. Ah oui, parce que quand je suis sorti de là, je me suis dit ça, je vais faire ça moi. Ça, je vais faire. En quittant Jacques Martin, je repense à la magie de ce cinéma de 3 fois rien. Le lendemain matin, à la Fondation Hergé, Philippe Godin m'a préparé une surprise. Ce sont les derniers vestiges d'un film de poupée qui a été réalisé en 1947, qui s'appelait Le Crabe aux pinces d'or. Complètement inconnu, ce film, tu l'as vu? Presque personne ne l'a vu, il est tout à fait confidentiel. Il était annoncé dans le journal Tintin, Hergé a d'ailleurs dessiné une illustration pour l'annonce de presse, et le film a fait une carrière extrêmement brève pour des raisons très nébuleuses. Je vois que le réalisateur est toujours vivant, en tout cas je l'ai vu il y a quelques années. C'est la séduisante Claude Mizone qui réalisait les poupées, tandis que son mari, Joao Mikils, les animait. À la fin de la guerre, ils commencèrent à tourner ensemble de petits films de marionnettes. Alors en mars 1946, nous avons reçu la visite d'un certain monsieur Wilfried Bouchery de Keerbergen qui disait avoir les droits d'adaptation du film Le Crabe aux pinces d'or d'Hergé et nous demandait si nous pouvions réaliser donc un film de long métrage en respectant exactement l'album. Quelle sorte d'homme était M. Bouchery? Comment vivait-il? C'était un homme, je dois dire, un peu de type paysan. Très grand, très fort, avec un accent nettement néerlandophone. Mais, mon Dieu, on avait tout de même l'impression que c'était un homme bien, parce que figurez-vous qu'il est venu avec un carrosse splendide, une Lancia qui venait d'obtenir, disait-il, le prix du concours d'élégance au parc de Bruxelles, présenté par Miss Belgique. En effet, donc, il donnait vraiment l'impression d'avoir infiniment de moyens financiers. Évidemment, Milou. Ça devait déjà t'arriver un jour, avec ta vilaine habitude d'explorer les poubelles. Et ce que je fouille dans les poubelles, moi, j'ai encore eu de la chance. J'aurais pu couper. Regarde,
comme les portions tranchants. Allons en route. Il recommence. C'est ma femme qui réalisait les poupées et moi je m'occupais donc de la technique, l'animation et des éclairages. Claude Mizone et son mari se lancent dans cette réalisation minutieuse, mais les mois passent et les paiements prévus ne suivent pas. Le découragement s'installe. Et nous avons en effet stoppé le travail pendant près de 2 mois. Mais je dois dire que Boucherie était évidemment décontenancé, il courait à gauche, à droite pour essayer probablement de trouver alors des fonds. Et quand il venait chez nous, il venait déjà plus avec sa belle Lancia. Il venait en tram ou en bus, ce qui était vraiment significatif. Mais nous, finalement, on s'est dit, mon Dieu, arrêtez complètement, c'est la perte sèche pour tout le monde. De guerre là, on va reprendre le travail. Pour l'amour du ciel, taisez-vous. Et nous avons repris de nouveau les prises de vue, mais à une cadence beaucoup plus accélérée, c'est-à-dire que nous avons filmé beaucoup d'images, non seulement en animation, mais même en plan fixe. À ce moment-là, nous avons tiré la première copie qui a été livrée à Boucherie et il nous a promis formellement que maintenant les choses allaient se régler rapidement parce que ce serait un succès fantastique et pour lui et pour nous. Et en effet, le film a été présenté devant à peu près 2000 jeunes et très jeunes dans cette immense salle de l'ABC à la place Saint-Clet à Bruxelles. Le succès était vraiment fulgurant. Le lendemain, malheureusement, le film est saisi par la justice à cause des innombrables dettes contractées par Wilfried Boucherie. Plus personne ne verra le crabe aux pinces d'or jusqu'à ce jour. C'était pour nous évidemment une catastrophe terrible parce que moi je ne pouvais rien faire de ce film. Et comme le film ne me plaisait pas du tout, qu'il avait été réalisé dans des conditions absolument absurdes, je ne désirais pas du tout l'exploiter. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, tout s'est arrêté là et Wilfried Boucherie a disparu, mais corps et bien. Je n'ai appris que par la suite qu'il avait embarqué sur un cargo à destination de l'Amérique du Sud. Noël 1948, Buenos Aires. Cher Monsieur Hergé, à moins que vous n'étiez déjà au courant, vous serez peut-être un peu étonné de recevoir des nouvelles de moi, d'Argentine. Après ma culbute, il ne me restait plus qu'à quitter l'Europe, dans l'espoir de refaire fortune ici. Mes meilleurs vœux pour 1949. J'espère que pour moi, ce sera meilleur que 1945 à 1948. Mes respects à votre dame, Wilfried Boucherie. Mais Hergé veut tourner la page Boucherie et s'adresser à un vrai professionnel. Cher monsieur, j'ai assisté dernièrement à Bruxelles à la projection d'un petit dessin animé, réalisé par un amateur et mettant en scène quelques-uns des personnages que j'ai créés il y a 20 ans. Ces personnages connaissent depuis plusieurs années, surtout en Belgique, une vogue considérable. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de vous faire envoyer par mon éditeur quelques-uns de mes albums, afin que vous puissiez juger vous-même du parti qu'il y aurait éventuellement moyen d'en tirer. Je sais que les aventures de Tintin et de ses compagnons se déroulent sur un plan réaliste, tandis que vos personnages évoluent en général, délicieusement d'ailleurs, dans un monde féerique ou poétique. Et votre expérience est telle en ce domaine que je m'en remets entièrement à vous. Hergé. Sans doute peu habitué à recevoir des lettres en français, Walt Disney ne répond pas. Hergé frappe à une porte plus proche, celle de Raymond Leblanc, l'éditeur du journal Tintin. L'idée de base était de tenter de faire, si vous voulez bien, l'inverse de Walt Disney, qui avait créé des personnages qui sont parus dans la presse après. Nous, comme nous étions éditeurs de bande dessinée, on s'est dit, mais pourquoi ne pas transférer ça en dessin animé? Et nous avons donc commencé par faire du noir et blanc en semi-animation. En 1957, la télévision française en est encore à ses balbutiements. Elle accueille avec intérêt ses premières expériences. Nous avons pensé recourir à la grande vedette du moment, qui était Jean Nouin. Mettez-vous silence, la grande aventure commence. Chers amis, regardez, regardez, regardez. Non, ce n'est pas un farfadet.
Et la nuit a passé, sonne le réveil. Bonjour Tintin, bonjour Milou, attention, ça va être à vous. Il est doux le pays où fleurit l'oranger. Avec un coup de plumeau, il fait encore plus beau. Oh, 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 au secours, monsieur le conservateur. Sur les jambes, élévation des bras. 1, 2, 1, 2. Après donc cette expérience de semi-animation, on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution à adopter. On s'est donc dit, ou on ne fait rien, on s'arrête, ou on fait de la vraie animation. Alors, pour faire de la vraie animation, où faut-il aller chercher les maîtres? Bellevision s'associe alors à une société américaine et le scénariste Michel Gregg est délégué par Hergé pour superviser les adaptations. Hergé était fasciné par l'Amérique en tant que Georges Rémy, lui-même lecteur, très jeune, ayant été Boy Scout, ayant rêvé d'Amérique par le cinéma. Et puis il rêvait d'une autre Amérique quand il devenait Hergé, auteur de Tintin qu'il aurait voulu introduire aux États-Unis. Et puis un jour, les Américains ont vraiment proposé de faire des dessins animés avec Tintin en disant on s'occupe de tout, nous prenons les albums, on revient dans un mois, vous allez voir ce qu'on en aura fait. Et puis il y a eu cette célèbre séance de projection. Les Américains étaient arrivés avec des mines de conspirateurs et leurs bobines sous le bras en disant vous allez voir ce que vous allez voir, la merveille. On a vu, l'écran s'est allumé, on voyait un avion. Et puis la caméra se précipitait sur l'avion, on entrait dans l'avion et on voyait une sorte de type avec des biceps, une mèche blonde, ça oui, mais un grand T sur la poitrine qui se tournait vers le spectateur et qui disait « Hi, my name is Tintin ». Et Hergé a dit « Coupé ». Et on n'a jamais vu la suite. Il a dit « C'est pas ça du tout, il y a erreur ». Les Américains disaient « Même notre public, c'est comme ça qu'ils le voient ». Et Hergé a dit « Oui, mais moi, c'est moi qui l'ai créé, vous m'excuserez, mais on ne peut pas faire ça ». Hergé's Adventures of Tintin. The Star of Mystery. Gee, Snowy, what a strange night. That's odd. There's a new star in the Big Dipper. Les Américains avaient un scénariste qui s'appelait Charlie Shows, qui venait de chez Hanna et Barbera où ils avaient fait des Tom et Jerry. Et pendant 3 ans, mais à Bruxelles, nous avons fait l'équipe Charlie Shows et moi. Et il aimait Tintin, il comprenait ou bien c'était vraiment incurable? Il s'en foutait éperdument. Pour lui, ça aurait pu être Bugs Bunny ou bien Les Trois Petits Cochons, mais il avait le sens de la technique. Si l'adaptation est efficace, elle ne conserve pratiquement rien de ce qui fait pour moi la magie du début de l'Étoile mystérieuse. Le goudron fondu dans lequel s'enlise Milou, Philippulus le prophète, l'araignée géante, les caramels mous du professeur Calice, toutes ces images inoubliables ont disparu. Professor, look! What is this mysterious star hurtling towards the Earth at the speed of light? Don't miss Star in the Night, the next exciting episode of Hergé's Adventures of Tintin. Au début des années 60, Bellevision réalise 104 dessins animés de 5 minutes à partir des aventures de Tintin et devient bientôt le plus grand studio européen d'animation. Et combien de personnes travaillaient à l'époque, à la grande époque? À la grande époque, au moins 150 personnes qui occupaient tout l'immeuble. Aujourd'hui, les aventures de Tintin sortent de leur cadre fixe pour entrer dans le monde agité du dessin animé. C'est une équipe belge qui réalise cette production destinée à la télévision. Au départ, la réunion de tous les adaptateurs fournit ce que l'on nomme le storyboard. Parmi les collaborateurs d'Hergé, on reconnaît Jacques Martin. Il avait réalisé le rêve de son enfance, devenir auteur de bande dessinée.
Chaque seconde de projection exige 24 images. Donc, pour un geste d'une durée d'1 seconde, 24 dessins sont indispensables. Dans un building de 7 étages, 80 personnes, dont 75 dessinateurs, produisent 5 minutes de dessin animé par 4 jours ouvrables. Le dessin animé peut être de l'art pour ceux qui le créent, un amusement pour ceux qui le regardent. C'est en tout cas sûrement un travail d'usine pour ceux qui l'exécutent. Enfin, nous voici presque au bout du voyage, la prise de vue en couleur. Image par image, la caméra va enregistrer chaque dessin. Il ne faudra pas moins de 2h30 pour filmer la scène que vous allez voir maintenant. Je vous dirais qu'Hergé, c'était un perfectionniste qui n'était jamais satisfait même de lui-même. Hein. Donc, il a toujours certainement eu quelques petites critiques, mais disons qu'il faisait confiance à Bellevision, à Demore, qui était délégué de chez lui. Il venait fréquemment voir le travail? Non. Ça, c'est curieux. On l'invitait régulièrement et ça ne l'intéressait pas spécialement. Même pour les 2 dessins animés de long métrage qu'allait entreprendre Bellevision, Le Temple du Soleil et Tintin et le Lac aux requins, Hergé demeura très en retrait. Dans une interview ancienne, il marquait déjà sa préférence pour les films avec acteurs. Le dessin animé, disait-il, a en lui des possibilités d'irrationnel qui s'accordent. Comment Hergé réagissait-il vraiment à une adaptation aussi éloignée de tout ce qui fait la qualité de son travail? Dans ce lieu chargé de mémoire, où il travailla près de 30 ans avec Bob Demore et ses autres collaborateurs, je continue mes recherches en ce qui fut le bureau personnel d'Hergé. Avec le succès croissant de Tintin, les demandes d'adaptation se faisaient de plus en plus nombreuses. Certaines propositions restent sans lendemain, comme celle du commandant Cousteau qui voulait tourner le trésor de Rackham le Rouge en construisant grandeur nature le sous-marin de Tournesol. Mais en 1957, un jeune producteur passionné de voyage va réussir à vaincre les réticences d'Hergé. André Barret veut écrire un scénario original. Hergé penche plutôt pour une adaptation d'un album existant. Il propose déjà Les 7 boules de cristal, qui lui semble être le plus cinématographique des albums Tintin. Après de multiples allers-retours, le scénario du Mystère de la Toison d'Or est mis au point. Le plus difficile reste à faire. Trouver un jeune homme crédible pour incarner Tintin. Barret rencontre des centaines de candidats, dont un jeune Sénégalais. Ces culottes de golf, cette silhouette vous sont familières. Vous croyez avoir trouvé, mais vous doutez encore. Et pourtant, c'est bien lui. C'est Tintin. Nous sommes au Bois de Boulogne, le vrai, celui des Parisiens, et ce Tintin est bien celui dont vous avez suivi les aventures. Bonjour Tintin. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. C'est pas possible, vous sortez de l'album, la ressemblance est hallucinante. Pourtant, vous êtes bien vivant. Alors, je crois, oui. Vous êtes un personnage de chair et d'os. Comment vous appelez-vous exactement? Jean-Pierre Talbot. Et Milo, lui, quelle est sa nationalité? Il est belge. Mademoiselle Chantal Rivière, racontez-nous comment vous avez découvert Tintin. Je me suis trouvée sur une plage à Ostende plus précisément le 15 août et je me suis dit, il a tout à fait la silhouette de Tintin. Alors je lui ai dit... Regardez-le et dites-le lui. Je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais je suis certaine que vous connaissez très bien tous les albums d'Hergé, les albums des aventures de Tintin et Milou. Oui. Est-ce que cela vous amuserait, est-ce que cela vous intéresserait d'interpréter le rôle de Tintin au cinéma? Oui, je veux bien, mais il faut demander à mes parents parce que moi... Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours sportif. Ah ben on fait ce qu'on peut, hein, il faut tenir la forme. Chemin du Congo, dans un petit village des Ardennes belges, je retrouve Jean-Pierre Talbot. 35 ans après le tournage du Mystère de la Toison d'Or, il reçoit
reçoit toujours du courrier au nom de Tintin. Bien sûr, je ressemblais, bien sûr, j'avais une tenue relativement correcte devant la caméra, bien sûr, j'avais les capacités athlétiques évidentes, mais c'était Jean-Pierre et ça correspondait à Tintin. Je n'ai jamais joué Tintin, j'ai joué moi et ça collait. Donc si j'ai été choisi, c'est parce que j'étais psychologiquement un peu Tintin. D'ailleurs, quand je monte sur un terrain de tennis maintenant encore, ou sur un terrain de football à l'époque, très fair-play, mais battant terrible. Tintin a influencé mon caractère aussi, parce que je me suis toujours bien conduit dans la vie, et je crois qu'à des moments difficiles, le personnage que je représentais influençait mon comportement de tous les jours. Ma passion, mon métier, c'est les enfants, c'est l'enseignement. Je suis moi-même directeur d'école, les 2 films de Tintin, et tout ce qui a suivi, encore maintenant, 30 ans, 35 ans après, ce sont des parenthèses. Ma vie, elle est là, c'est Jean-Pierre, mais ça colle à Tintin. Est-ce que vous avez rencontré Hergé dès le début de... Il n'y avait pas de rendez-vous, et on est tombé pratiquement nez à nez, l'un devant l'autre. J'ai directement compris, oui, c'est certainement Hergé, ce monsieur-là. Et alors, j'attendais le verdict, j'étais très ému, et il m'a regardé, 5 secondes, c'est long, hein, 5 secondes. Il m'a dit, ah oui, c'est bien lui. C'était le garçon qui, à mon avis, parmi tous ceux qui ont été contactés, qui ont été vus, c'était celui qui, à mon avis, ressemblait le plus au Tintin dessiné. Comment voulez-vous, d'ailleurs, il était impossible qu'un personnage réel ressemble fidèlement à un personnage dessiné, et encore comme un personnage comme Tintin, qui est un personnage qui est plus un schéma de personnage qu'un personnage réel. Est-ce que Tintin a une façon particulière de marcher? Est-ce qu'il y avait une réflexion par rapport aux bandes dessinées sur les mouvements? Oui, mais je pensais simplement à avoir le bras un peu fléchi et à marcher le buste un peu raide et un tout petit peu en avant. Et finalement, j'oubliais, j'étais moi-même et c'était encore mieux. Parce que sinon, c'était vraiment un peu trop figé. Vous pouvez essayer de marcher un peu comme Tintin. Il faut que j'aille plus vite. Toujours, je relançais la machine et ça me donnait de la contenance d'ailleurs. Et ça donnait aussi du rythme à l'aventure. Allez, capitaine, on y va. Et je reçus le son avec suivait. Venez, capitaine. Vite, dans le tonnerre de Brest. C'est bien le moment. Bravo, Milou. Pour les gens, j'étais leur Tintin. Ma propre fille, à l'âge de 6 ans, je la vois encore, elle était dans le salon, elle lisait Objectif Lune. Tout à coup, elle me regarde, elle avait 6 ans, elle apprenait à lire. Et elle me dit, mais enfin papa, comment as-tu fait pour aller sur la Lune? Dans le document d'archives qui présentait Jean-Pierre Talbot, on voyait aussi André Varret, le producteur et co-scénariste du Mystère de la Toison d'Or et de Tintin et les Oranges Bleues. Le problème, c'était de trouver un personnage qui soit ce petit héros moderne que tous les jeunes connaissent de Tintin, à la fois sympathique, vif, dynamique, et de lui donner une netteté de contour qui rappelle le dessin. Et malgré les qualités exceptionnelles, sportives de notre Tintin, il est évident que nous avons dû là faire un travail assez long de précision pour lui donner ce tempo, ce rythme, cette exactitude dans les gestes qui le rapproche du dessin. À mon avis, Talbot avait une partie du personnage. Il avait pour lui cette gentillesse naturelle, qui quand même dans Tintin, il n'avait peut-être pas, parce que en même temps, Tintin c'est une petite tête qui travaille, qui fonctionne. Il avait, sur le plan physique, cette adresse très grande. Est-ce qu'Hergé tenait à ce côté, je dirais, littéral dans l'incarnation des personnages? Par exemple, la barbe du capitaine, c'est presque une barbe graphique. Tintin à la houppe, qui est une vraie houppe de dessinateur, est-ce qu'il tenait à ce que ce soit aussi proche? Ça vous choque un peu, ça. Si vous aviez confié à René la réalisation d'un film de Tintin, il aurait sûrement fait quelque chose de passionnant et avec une beaucoup plus grande liberté d'adaptation visuelle. Nous étions des besogneux. Et d'ailleurs, ce film, j'avais essayé dès le départ de trouver un metteur en scène qui, à mon avis, correspondait à l'esprit Tintin et que j'avais demandé à Philippe de Broca, ensuite Philippe de Broca me disait, écoute, il n'y a pas de fille, je dis, on ne peut pas quand même coller une petite copine à Tintin, ça me semble difficile, donc il n'a pas amorcé, finalement ça n'a pas marché.
André Barret me présente un document à faire pâlir d'envie tous les collectionneurs. C'est une séquence, celle de l'hélicoptère, d'une bagarre dans un hélicoptère, complètement dessinée, ça commence à 1, complètement dessinée dans le mouvement et dans les cadrages, par Hergé. Je voulais donner à l'image une espèce de dynamisme dont il avait... Vous lui aviez demandé pour cette scène-là? Non, je crois que c'est lui qui a pris l'initiative. Et malheureusement, je crois que son dessin a une dynamique, une variété, une diversité que le film n'a pas su vraiment. Bonjour, monsieur Carabine. Comment? Je suis très obstiné moi aussi, monsieur Carabine. Atterrissez. Sinon, vous êtes un homme mort. André Barret m'a lancé sur une nouvelle piste. J'appelle Philippe de Broca. Il me fixe rendez-vous le soir même au bar du Musée de l'Homme, là où commençait l'Homme de Rio. Je me souviens qu'Hergé aimait ce film. Il y voyait l'un des meilleurs équivalents cinématographiques des aventures de Tintin. Bien sûr qu'il y a des vagues. Bien sûr que l'eau est bonne. Bien sûr qu'il y a la mer. On est à Rio. Philippe de Broca est retardé. Il me propose de le rejoindre à son studio. Rio de Janeiro. Brésil. Oui, c'est vrai qu'André Barret m'avait proposé de faire le Tintin et les Oranges Bleues, je crois, c'est plus... Le premier, c'était le mystère de la saison d'or. Le mystère de la saison d'or, bon. Et je trouvais le scénario pas mal du tout, ça m'amusait beaucoup. J'étais un fanatique de Sagassance. On est dans ma salle de mixage. J'étais un fanatique de Hergé, moi j'avais tout lu, je connaissais tout par cœur. Et puis en préparant le film, quand j'ai trouvé le jeune homme là qui a joué Tintin, quand j'ai vu George Wilson en Haddock, les frères, je ne sais plus comment ils s'appelaient, qui faisaient les jours, j'ai trouvé que c'était moins bon que les bandes dessinées. J'ai dit à Barret, faisons pas ça, faisons un film inspiré d'Hergé, mais faisons pas une adaptation vivante de choses dessinées. Je trouve que ça sera pas bien. Et c'est comme ça que j'ai fait l'Homme de Rio, en fait. En fait, il l'enlève. Et là-bas, j'appelle au téléphone. La maman, al téléphone, la maman. Je tire le manche en souplesse. Un film d'aventure en comédie, c'était pas un genre qui était du tout utilisé. Je peux vous dire même que Spielberg m'a écrit une lettre en me disant qu'il avait vu 9 fois l'Homme de Rio. Tout ça, c'est grâce à Hergé, si vous voulez, grâce à l'esprit d'Hergé. Entre Hergé et Spielberg, c'est le chaînon manquant qui se met en place. Les références tintinesques des aventuriers de l'Arche perdue viendraient en fait non d'Hergé, mais de l'Homme de Rio. Mais depuis lors, Spielberg a découvert Tintin. En 1982, il achète les droits d'adaptation. Grand admirateur des films de Spielberg et notamment de Duel, Hergé marque un intérêt très vif pour le projet. Enfin, Hollywood lui paraît accessible. Mais la maladie, qui va emporter Hergé en mars 83, ne lui permet pas de rencontrer personnellement le cinéaste. J'écris à Spielberg pour lui demander un rendez-vous. Le script élaboré par Melissa Mathison, la scénariste de E.T., met en scène des trafiquants d'ivoire. Oulinsart est situé dans la campagne anglaise et les personnages sont américanisés à l'extrême. La Castafiore, notamment, tient davantage de la vente vieillissante que de la diva bien connue des lecteurs d'Hergé. Alain Baran était à l'époque secrétaire personnel d'Hergé.
il a été au cœur des tractations avec Spielberg. En fait, bon, son idée était de faire dès le départ, de concevoir 3 films. Il produirait les 3, mettrait en scène le premier, et les 2 suivants, il n'avait pas encore véritablement imaginé à qui confier la direction. Il avait quand même cité le nom de Truffaut, pour lequel il avait énormément d'admiration. Spielberg pensait à Jack Nicholson pour le capitaine Haddock. Quant à son Tintin, il n'aurait pas eu de houppe. Son expression, c'est Tintin, it's Indiana Jones for kids. Et la réaction d'Hergé était tout à fait surprenante, lui qui était assez intransigeant quant à l'adaptation de ses albums, de son travail en général par d'autres. Il a d'emblée spontanément dit Spielberg est un créateur, il a du génie, j'estime que je dois lui laisser sa liberté. Le critique cinématographique du journal Le Soir, Luc Honoré, fut le premier à lever un coin du voile sur ce projet jusqu'alors ultra secret. En fait, c'est vous qui avez lancé la rumeur, qui avez publié les premières informations sur ce projet de film. Oui, tout à fait. C'était au cours d'une conférence de presse qui se déroulait à l'hôtel Berkeley à Londres. C'est un hôtel à atmosphère très Black et Mortimer, plus que Tintin. Et la veille, il y avait ce qu'on appelle une royale première en présence de la reine d'Angleterre, d'Indiana Jones et le Temple maudit. Et pendant la conférence de presse, je lui ai dit, il me semble que dans votre film, le jeune chinois ressemble à, 3 petits points, et Spielberg, oui, je sais, à Chang, qui est un héros des aventures de Tintin, comme il disait. Je dis, vous connaissez Tintin? Oui, nous venons d'acheter les droits, nous sommes en discussion pour les droits. Et à côté, c'est la productrice qui s'appelle Kathleen Kennedy, qui faisait de grands signes, tu t'avances un peu trop. Mais enfin, le bruit était lancé. Et d'ailleurs, il y a un Belge qui s'appelle Pierrot de Heuge, qui a immédiatement réagi. Et lui me semblait le Tintin idéal. On a analysé le personnage, on s'est dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il marche? Il marche jamais droit, Tintin, il marche toujours un peu en avant, il a toujours les yeux ronds, il ne fait pas par exemple, il ne bouge pas les yeux, quand il bouge sa tête, il est toujours en avant des choses, il y a toujours Milou qui est au devant, donc on a essayé de voir tous ces gestuels-là. Dans plusieurs situations différentes. Merci Annie. S'il vous plaît, monsieur. Merci madame. Et alors qu'est-ce qui est arrivé à cette fameuse cassette? Eh ben voilà, la cassette, j'ai envoyé donc ceci à Steven Spielberg, à Kathleen Kennedy, un Blind Film, et j'ai reçu la cassette 3 jours après avec un papier Emblem Universal does not accept unsolicited material return to sender. You need me, I need you. J'ai envoyé même des lettres tout simplement pour m'expliquer, et chaque fois même les lettres sont revenues. Et c'était tout le temps comme ça, tout le temps. Alors j'ai envoyé aussi des telex, il s'appelle Hippopète, qui ne veut pas me laisser faire. J'explique chaque fois que c'était simplement From Belgium with Love, que je voulais simplement qu'il le voie 2 minutes. C'était Happy New Year à ce moment. Et puis en janvier, il m'envoie un telex en disant j'espère, enfin en anglais, j'espère que vous compreniez que ce colis n'est pas accepté. Nous sommes à la recherche d'un caractère, d'un comédien âgé de 16 ans. Moi non plus, je ne verrai pas Spielberg. Son refus ne m'étonne pas. Sans doute ne veut-il pas évoquer ce qu'il considère comme un échec. Après plusieurs années de recherche, Spielberg avait en effet renoncé à porter Tintin à l'écran.
Avec les 3 Indiana Jones, peut-être avait-il déjà fait son Tintin. Quand vous avez abordé Tintin, vous avez dit que ça va être difficile, ou bien vous ne mesuriez pas encore l'ampleur des problèmes? Moi, j'ai la trouille. Je vais avoir tous les gens qui vont me tomber dessus en me disant c'est pas Tintin. Moi, j'ai eu peur de ça. Ouais. Il faut savoir quand même que Tintin est en copro avec le Canada, donc le marché nord-américain. Alors d'un côté, on était un peu tiraillés, et moi, j'étais un peu au milieu de tout ça. D'un côté, les Canadiens qui me disaient on veut de l'action, pour le marché américain, faut que ça bastonne, bon. Puis d'un autre côté, c'est vrai que du côté de la Fondation, et puis des Français en général et des Belges, c'est vrai qu'on se disait non, on aimerait garder l'esprit de Tintin. Donc on a essayé de faire un juste compromis, quoi. Par exemple, sur le Lotus bleu juste derrière vous, c'est la rencontre de Tintin avec Didi. Donc Didi a été piqué, donc il est devenu fou. Et là, on l'a vraiment dramatisé, cette séquence. Beaucoup plus que c'est dans l'album. On a rajouté des ombres, travaillé avec la lumière, changer les angles de caméra, faire des contre-plongées, plonger. Là, c'est intéressant. Il y a des personnages qui sont particulièrement difficiles à animer. Est-ce que Tintin, avec son côté très schématique, n'est pas un personnage délicat? Oui, il est très dur. Il est très dur parce qu'il est graphiquement très simple, mais en même temps, on ne peut pas se tromper, quoi. D'un trait, ça se voit tout de suite. On a essayé de prendre tout ce qu'on a pu prendre de la bande dessinée. Des poses, des attitudes, et de les utiliser dans le board, dans le storyboard et dans l'animation. C'est sûr que, je veux dire, on était en production, donc il fallait produire presque 3 films de 26 minutes par mois. C'était énorme. Donc tout ce qu'on pouvait prendre, on le prenait, ça c'est sûr. Mais d'en inventer, on en a inventé, bien sûr, on a inventé des poses, peut-être certaines poses qu'on n'a jamais vues dans Tintin. Parce que quand on a par exemple un dessin de Tintin qui est comme ça, surpris, avec quelques petites gouttes, avec les pieds, les genoux légèrement pliés, enfin une attitude qui est connue, qui est classique, répertoriée chez Tintin, et qui veut dire l'étonnement. Nous, on ne peut pas faire ça, c'est impossible en animation, d'un coup d'avoir le personnage qui fait ça avec des petites gouttes. Donc il a fallu trouver d'autres codes. Et il a fallu faire plus des poses, des poses d'animation, où Tintin va se retourner comme ça, va avoir des attitudes qui sont différentes de celles de la bande dessinée. On n'a pas pu adapter tout. N'est-ce pas, Milou? Et on peut se dire, est-ce que c'est vraiment Tintin? Bon, c'est difficile à dire, on ne sait pas comment Hergé aurait réagi en face de ça non plus. Si les adaptations sont très fidèles aux récits originaux, les qualités du dessin ne se retrouvent pas tout à fait. Je voudrais mieux comprendre pourquoi les images d'Hergé résistent à l'animation. Avec François Skeuten, dessinateur de BD et complice de longue date, de faire un travail de décor un petit peu de nouveau en référence à Walt Disney, soigné à la gouache, de type réaliste, avec des acteurs qui, eux, sont encore au trait. Et il y a ça décroche. Il y a un décrochage. On ne voit pas toujours aussi bien, mais ça ne colle pas bien. Ses épaules, souvent, comme chez Ellipse, comme dans Belle Vision, on sent que ses épaules ne sont pas bien posées, et c'est très très difficile. Il faudrait presque des dessinateurs qui aient dessiné pendant de longues années Tintin. Là, il y a plusieurs animateurs. Ils doivent se refiler le personnage. C'est encore une difficulté de plus. Le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les livres, avait dit un petit garçon sortant d'une projection du Temple du Soleil. Arrivé presque au bout de ses recherches, me voici reconduit aux albums. Pour les premiers Tintins, Hergé s'inspirait directement du cinéma. Mais il a créé peu à peu un langage spécifique, explorant les possibilités de la bande dessinée. Parfois Hergé contracte le temps, décrivant en une seule image les phases successives d'une action. D'autres fois, c'est l'espace qu'il manipule. Il passe avec souplesse d'une grande case tableau à une série de vignettes minuscules. La simple superposition de 3 images peut donner naissance à un gag. En juxtaposant 3 autres cases, Hergé crée un décor continu, tout en faisant progresser son action. On comprend
comprend que des effets comme celui-là puissent faire rêver un cinéaste. N'y a-t-il vraiment aucun film possible à partir des aventures de Tintin? Je ne peux pas vous dire si c'est trop tard ou trop tôt, je peux vous dire que c'est arrêté. Pour le producteur Claude Berry, le projet des 7 boules de cristal est peut-être arrêté. Mais le réalisateur Alain Berberian croit encore à la possibilité de tourner. Comme tout le monde le sait, c'est ici que Hergé s'est inspiré pour créer Moulin Sart. Donc, comme je dis, ce film, c'est pas regarder les dessins et essayer exactement de transposer la même chose. C'est une adaptation, une interprétation à partir de la BD. Donc le château et 2 ailes en plus, il sera filmé, s'il est filmé un jour en cinémascope, c'est très visuel. C'est évident que si on fait Tintin aujourd'hui, ça vient après des films comme les Indiana Jones, ça vient après Terminator, ça vient après beaucoup de films qui sont vraiment spectaculaires et qui ont remué les foules. Donc Tintin, on peut pas en faire une adaptation très sage. Il faut quelque part que le public soit remué, soit surpris. Et justement, une histoire comme les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil peut amener à des développements qui enrichissent l'histoire tout en restant dans l'univers qu'a créé Hergé. Par exemple, la scène du train, elle peut être un peu plus développée. Aujourd'hui, avec le trucage numérique et ce qu'on peut faire avec les maquettes, etc., on peut faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Parfois, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une malédiction des 7 boules de cristal qui pesait sur Tintin et le cinéma. Est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez vaincre cette malédiction? Moi, je crois qu'il n'y a pas de malédiction. La difficulté dans Tintin, ce qui rend l'affaire presque impossible, parfois quand on y pense, ce sont les comédiens. Il faut vraiment trouver des comédiens qui humanisent tous ces personnages et oublier ce côté caricature. Alain Berberian a mis le doigt sur une des difficultés essentielles. Un acteur peut-il incarner de manière crédible des personnages aussi épurés que ceux d'Hergé? Mais si on modifie les personnages en se concentrant sur le récit, s'agit-il encore des aventures de Tintin? Alain Berberian croit pourtant qu'une solution est possible. Un instant, je me prends à rêver avec lui, à l'idée que la malédiction pourrait être vaincue.